Lumière pour lire vous propose un voyage dans un monde parallèle, une dimension divergente, abstraite, qui cependant possède sa propre réalité, sa propre cohérence. Il s'agit de l'univers incommensurable du roman. Le roman possède une sagesse intrinsèque, la sagesse de l'incertitude. C'est cette sagesse, difficile à accepter et à comprendre, que nous allons tenter de retrouver et d'acquérir. Car cette sagesse peut se révéler d'une grande utilité effective dans le monde réel. Ce faisant, la littérature devient plus qu'une distraction passagère. Alors, cheminons à la lumière d'une œuvre. Aujourd'hui, nous allons à la recherche de la sagesse cachée dans le roman de Guillaume Apollinaire, Les 11 000 verges, publié en 1907. Il serait facile de vilipender cette œuvre, mais Lumière pour lire n'aime pas la facilité. Considéré comme l'un des poètes français les plus importants du début du XXe siècle, Guillaume Apollinaire est l'auteur de poèmes tels que Zone, La chanson du mal-aimé, Le pont Mirabeau, etc. On est apparemment très loin de tout ceci dans les 11 000 verges. Enfin, seulement apparemment. Guillaume Apollinaire est né le 25 août 1880 à Rome. Il arrive en France à l'adolescence. Il est au lycée, d'abord à Cannes, puis à Nice. En 1900, on le retrouve à Paris où il gagne maigrement sa vie en tant qu'employé de banque. Il sert en même temps d'alter ego littéraire à un avocat. Il n'a même pas de logement personnel. Début 1907, il rédige les 11 000 verges qu'il publie sans nom d'auteur. Il faut bien survivre. On trouve dans le texte son nom quand même en italique à l'intérieur du groupe nominal, un bouchon d'Apollinaris. Si Apollinaire reste un auteur inclassable, il n'en demeure pas moins un chantre de la modernité, un précurseur du surréalisme. Il est à cette époque, au moment de la rédaction des 11 000 verges, très proche des mouvements symbolistes et décadents qui bouleversent le monde littéraire de la capitale. Les symbolistes sont des idéalistes qui abhorrent la réalité, mais utilisent la matérialité de leur corps sensible à travers les drogues pour échapper au réel. Les décadents, eux, sont obsédés par la pourriture, la morbidité et par la mort. Ils ne voient que par le néant. Ils font alors du mal, de la provocation et de la transgression des bannières. Marginalisation, perversion sexuelle, mysticisme gothique, satanisme, mort violente sont au service d'une inversion généralisée des valeurs. Autant de thèmes qui influencent Guillaume Apollinaire et prennent corps dans le roman qui nous intéresse. Le roman raconte l'histoire d'un jeune Roumain de Bucarest, Moni Vibescu, lequel décide de quitter son pays natal pour aller s'installer à Paris. On lit dans l'Incipit. Bucarest est une belle ville où il semble que viennent se mêler l'Orient et l'Occident. On est encore en Europe si l'on prend garde seulement à la situation géographique, mais on est déjà en Asie si l'on s'en rapporte à certaines mœurs du pays, aux Turcs, aux Serbes et autres races macédoniennes dont on aperçoit dans les rues de pittoresques spécimens. Pourtant, c'est un pays latin. Les soldats romains qui colonisèrent le pays avaient sans doute la pensée constamment tournée vers Rome, alors capitale du monde et chef-lieu de toutes les élégances. Cette nostalgie occidentale s'est transmise à leurs descendants. Les Roumains pensent sans cesse à une ville où le luxe est naturel, où la vie est joyeuse. Mais Rome est déchue de sa splendeur. La reine des cités a cédé sa couronne à Paris. Et quoi d'étonnant que, par un phénomène atavique, la pensée des Roumains soit sans cesse tournée vers Paris, qui a si bien remplacé Rome à la tête de l'univers. De même que les autres Roumains, le beau prince Vibescu songeait à Paris, la ville lumière, où les femmes toutes belles ont tout aussi la cuisse légère. Puis, Moni Vibescu écourte son séjour pour retourner à Bucarest où l'attend un important héritage. Puis de Bucarest, il doit se rendre en Russie, plus particulièrement à Saint-Pétersbourg où il est nommé lieutenant. Finalement, la guerre qui éclate entre les Russes et les Japonais l'oblige à se rendre à Port Arthur, qui est un port en territoire chinois mais cédé à bail à la Russie en 1898 où il commettra et fera face au pire
des atrocités. On trouve dans le roman plusieurs narrateurs qui pastichent des auteurs symbolistes. On y trouve aussi des dialogues qui miment le théâtre. Les personnages pensent très peu ou pas du tout. Leur vie intérieure n'est pas du tout représentée. Ce sont juste des corps sensibles, sensuels. On peut dire pour ce roman que le narrateur correspond à l'auteur, eu égard à son ton ironique et sarcastique et aux termes de jugement moral qu'il utilise. Mais on peut toujours se demander qui est le narrateur. En tout cas, l'humour du narrateur tend à aménager la conscience du narrateur, lui permettant de prendre une distance ironique et de se croire dès lors moralement supérieur au personnage représenté. L'écriture ironique, avec ses collages et ses jeux de mots, ses métaphores scabreuses et métaphores symbolistes, l'écriture donc qui rend audible un rire dionysiaque ne peut dissimuler la nature érotico-macabre du roman. Ici, la puissance qui jouit ne trouve son accomplissement que dans des actes d'horreur. Les désirs sont désirs de jouissance suprêmement pervers. Il y a une surenchère dans l'horreur, dont le but manifeste est d'éviter la répétition et la lassitude. Surenchère qui aboutit à la fin du roman à des scènes d'une boucherie érotique. Il n'y a pas dans le récit de phrases réflexives ou existentielles. L'intérêt est toujours de l'ordre du charnel. C'est une écriture sans autocensure pour une narration cauchemardesque et cynique. La jonction des pulsions de mort et des forces magnétiques crée une indistinction des corps, comme dans le tableau attribué à Octave Tassaert, La femme damnée, en couverture des éditions J'ai lu de 1973. Le personnage principal du roman, c'est le corps pénétré, torturé, déchiré, éventré, cannibalisé. Le corps devient principe de toute vertu. Dans l'abandon hédoniste, le corps est à la fois le dieu et la victime sacrificielle. L'abandon au corps est une façon de combattre toute forme de nihilisme. Qu'est-ce que l'abandon de soi? L'abandon de soi ou le lâcher-prise est présenté comme une espèce de périple à travers lequel on abandonne ses attaches présupposées, où l'on se décharge de ce qui pèse sur le plan émotionnel et psychique. La liberté peut être synonyme de l'abandon d'un certain nombre de contraintes, de prérogatives sociales perçues comme des carcans moraux. L'abandon de soi est donc une posture du corps et de l'esprit qui permettent au sujet d'atteindre une sorte de légèreté d'âme. Une nonchalance qui facilite l'appréhension et l'acceptation du monde et des relations interpersonnelles dans ce qu'elles peuvent avoir de malheureux ou de nocif. L'abandon de soi, ou le lâcher-prise, entre dans une quête spirituelle qui vise la croissance de sa joie et pourquoi ne pas dire le mot, l'accession au bonheur. Les défenseurs de l'abandon de soi présentent ce mode d'être au monde comme quelque chose de nécessairement positif, comme une liberté bienveillante. Pour s'en convaincre, il suffit de lire, entre autres, le petit livre d'un auteur contemporain, Alexandre Jolien, Petit traité de l'abandon, qui s'appuie beaucoup sur les préceptes de maîtres bouddhistes zen. Si vous préférez des maîtres un peu moins éloignés culturellement, vous pouvez aussi lire un encore plus petit livre de Madame Guyon, Le moyen cours, publié dans la seconde moitié du XVIIe siècle. D'un côté, on a un abandon philosophique avec Monsieur Jolien qui écrit « Je me propose de mener une enquête joyeuse et libre pour essayer de trouver quelques pistes qui m'aident à atteindre le fond du fond et à m'abandonner totalement à l'existence. L'étape majeure de ma vie aujourd'hui, c'est apprendre l'abandon. De l'autre côté, on a un abandon plus christique. On lit sous la plume inspirée de Madame Guyon, l'abandon est un dépouillement de tout soin de nous-mêmes pour nous laisser entièrement à la conduite de Dieu. Perdre sans cesse toute volonté propre dans la volonté de Dieu. Renoncer à toutes les inclinations particulières, quelque bonnes qu'elles paraissent. Sitôt qu'on laisse en être, se mettre dans l'indifférence et ne vouloir que ce que Dieu a voulu dès son éternité. Être indifférent à toute chose, soit pour le corps, soit pour l'âme, pour les biens temporels et éternels. Laisser le passé dans l'oubli, l'avenir à la providence et donner le présent à Dieu. Une petite mise en perspective qui pourrait être une simple coïncidence ou pas est nécessaire. Ces deux apôtres d'un abandon d'ordre spirituel sont enfermés tous deux dans des corps malades, souffrants, comme d'autres le sont dans des monastères. Alexandre Jolien est atteint d'une maladie congénitale, une infirmité motrice cérébrale. Madame Guyon, quant à elle, raconte « Le soir, je me portais bien et le matin, on me retrouvait enflé et
et pleine de marques violettes. J'étais toute résolue d'être aveugle, car il y en avait de grande apparence. Ma gorge, mon palais et mes gencives étaient si remplies que je ne pouvais avaler de bouillon ni prendre aucune nourriture sans en souffrir. Étrangement, tout mon corps était semblable à celui d'un lépreux. Dès lors, quelle forme peut prendre l'abandon de soi quand on est bien loti avec un corps jeune et en parfaite santé? Surtout si cet abandon de soi a lieu dans un monde hédoniste athée qui n'a cure des limites raisonnables d'un Michel Onfray par exemple, lequel, lorsqu'il parle de l'impératif catégorique de l'éthique hédoniste, jouissance de soi et d'autrui, s'empresse d'ajouter dans l'évitement de la douleur de soi et d'autrui. Que se passe-t-il quand l'abandon de soi a lieu dans un monde sans limite morale? Quels sont les avers et les revers de l'abandon de soi? Les 11 000 verges ou l'abjection de l'abandon de soi? D'abord, on a des formes de lâcher-prise assez légères, presque drôles même. L'abandon des étiquettes familiales imposées pour créer la sienne propre. On lit dans le texte, Moni Vibescu était d'une famille très riche. Son arrière-grand-père avait été hospodar, ce qui équivaut au titre de sous-préfet en France. Mais cette dignité s'était transmise de nom à la famille. Et le grand-père et le père de Moni avaient chacun porté le titre de hospodar. Moni Vibescu avait dû également porter ce titre en l'honneur de son aïeul. Mais il avait lu assez de romans français pour savoir se moquer des sous-préfets. Voyons, disait-il, n'est-ce pas ridicule de se faire dire sous-préfet parce que votre aïeul l'a été? C'est grotesque, tout simplement. Et pour être moins grotesque, il avait remplacé le titre d'hospodar, sous-préfet, par celui de prince. Voilà, s'écriait-il, un titre qui peut se transmettre par voie d'hérédité. Hospodar, c'est une fonction administrative, mais il est juste que ceux qui se sont distingués dans l'administration aient le droit de porter un titre. Je m'anoblis. Au fond, je suis un ancêtre. Mes enfants et mes petits-enfants m'en sauront gré. La miction volontairement intempestive est aussi une forme d'abandon. L'abandon des bonnes manières pour s'abandonner aux besoins biologiques primaires. On lit dans le texte. Arrivé devant la porte du vice-consulat de Serbie, Moni pissa longuement contre la façade, puis il sonna. Une autre forme d'abandon est l'exil volontaire. On coupe les attaches avec des lieux connus et familiers pour l'ailleurs, pour l'inconnu. Les moyens de transport concrétisent cet appel de l'exotisme. Être transporté, n'est-ce pas une autre forme d'abandon? On n'est plus maître des déplacements de son corps, ni des effets qu'il subit. On lit dans le texte. Moni prit tout l'argent liquide qu'il possédait, soit 50 000 francs, et se dirigea vers la gare. Il mit ses 2 lettres à la poste et prit l'Express-Orient pour Paris. Plus loin, le prince Moni et Cornabeu avaient pris place dans l'Orient Express. La trépidation du train ne manqua point de produire aussitôt son effet. Plus loin, les 2 messagers montèrent dans la nacelle et prononcèrent le traditionnel « Lâchez tout !» Et bientôt, ayant atteint la région des nuages, la terre ne leur apparut plus que comme une chose petite et le théâtre de la guerre leur apparaissait nettement avec les armées. Les escadres sur la mer et une allumette qu'ils frottaient pour rallumer leurs cigarettes laissaient une traînée plus lumineuse que les boulets de canon géants dont se servaient les belligérants. Une bonne brise poussa le ballon dans la direction des armées russes et après quelques jours, ils atterrirent et furent reçus par un grand officier qui leur souhaita la bienvenue. Lâcher tout. Cette expression n'est-elle pas une autre manière de dire lâcher prise? Et le lâcher prise n'est-il pas une forme de légèreté, une forme de prise de hauteur par rapport à la gravité des choses bassement terrestres? Lâcher prise peut aussi être synonyme de décharger. Décharger, verbe que le littré définit comme suit. Ôter la charge, ôter un poids, un fardeau qui surcharge, ou dans un sens figuré, soulager d'une charge, débarrasser, dispenser, décharger sa conscience, mettre sa responsabilité morale à couvert, décharger son cœur, découvrir les sentiments qu'on retenait ou refermait en soi-même. Dans notre texte, décharger est utilisé figurément pour représenter l'expression liquéfiée des corps au moment du climax du plaisir, la petite mort en somme. Décharger comme synonyme de s'abandonner par la libération séminale. On lit dans le texte. Et dans une décharge commune, ils s'affalèrent et restèrent un moment anéantis. Des corps affalés et anéantis. Quelle autre manière plus appropriée pour représenter l'abandon de soi. L'extase orgasmique constitue l'étape la plus élevée dans cette quête de l'abandon total et irréversible de soi.
À propos d'un général russe, Kokodriov, on lit « Le général est en train de tremper sa mouillette dans son œuf à la coque. Ne vous méprenez pas sur l'innocence évocatrice de cette expression imagée. Ce général n'était pas en train de prendre son petit déjeuner. » En tout cas, la conclusion de cet acte peut se lire comme suit dans le texte. Le général semblait au comble de la jouissance. Il roulait des yeux blancs striés de rouge. Plus loin, au sujet du personnage de Kiliemu, une jeune japonaise. Elle devint comme folle et s'agitait, faisant descendre petit à petit le corps de son amant le long du pal. Plus loin, dans un autre épisode où Moni se retrouve dans l'obligation de satisfaire les caprices de l'épouse du général Mounine qui est enceinte. On lit dans le texte. Quand elle fut nue, il monta sur elle et l'enfila en hennissant comme un étalon, tandis qu'elle fermait les yeux, savourant une béatitude infinie. Par rapport à ce qui se passe entre Moni et une ambulancière polonaise, on lit là-dessus, ils entrèrent en transe, se pressèrent, se mordirent et jouirent profondément. Un certain capitaine Katash raconte, lui, on lit dans le texte, les coups tout à coup redoublèrent et je sentis que le moment du spasme approchait pour moi. Mon cerveau s'enthousiasma. Les martyrs dont s'honore l'Église doivent avoir de ces moments. L'abandon de soi et le lâcher-prise procurent d'abord une certaine liberté par rapport aux biens matériels, une certaine indépendance affective à l'argent, ce qui permet de le concevoir pour ce qu'il est, un moyen et non un but. Certes, il faut en posséder pour savourer cette liberté. On lit dans le texte. Le prince Moni était rappelé en toute hâte à Bucarest. Son intime ami, le vice-consul de Serbie, venait de mourir, lui laissant tous ses biens qui étaient importants, mais qu'il fallait surveiller de très près sous peine d'en voir immédiatement baisser le rapport. Le prince Moni, comme on l'a vu, n'aimait pas l'argent pour lui-même. Il désirait le plus de richesse possible, mais seulement pour les plaisirs que l'or seul peut procurer. Il avait sans cesse à la bouche cette maxime prononcée par l'un de ses aïeux. Tout est à vendre, tout s'achète, il suffit d'y mettre le prix. L'abandon permet aussi d'exercer la capacité à pardonner aux autres et à soi-même. D'abord aux autres. Moni fait preuve d'une mansuétude et d'une clémence peu commune envers Cornabeu, un cambrioleur qu'il avait humilié et fait fouetter jusqu'au sang. On lit dans le texte. Pendant sa convalescence, Moni entra un soir dans un bar près de la gare Montparnasse. On y consomme du pétrole, ce qui est une boisson délectable pour les palais blasés sur les autres liqueurs. En dégustant l'infâme torboyau, le prince dévisageait les consommateurs. L'un d'eux, un colosse barbu, était vêtu en fort de la halle et son immense chapeau farineux lui donnait l'air d'un demi-dieu de la fable, prêt à accomplir un travail héroïque. Le prince crut reconnaître le visage sympathique du cambrioleur Cornabeu. Tout à coup, il l'entendit demander un pétrole d'une voix tonitruante. C'était bien la voix de Cornabeu. Moni se leva et se dirigea vers lui, la main tendue. « Bonjour, Cornabeu. Maintenant, vous êtes aux halles. »« Moi ?» dit le fort, surpris. « Comment me connaissez-vous ?»« Je vous ai vu au 214, rue de Prony, » dit Moni d'un air dégagé. « Ce n'est pas moi, » répondit très effrayé Cornabeu. « Je ne vous connais pas. Je suis fort aux halles depuis 3 ans et assez connu. Laissez-moi tranquille. »« Trêve de sottise, » répliqua Moni. « Cornabeu, tu m'appartiens. Je puis te livrer à la police. Mais tu me plais. Et si tu veux me suivre, tu seras mon valet de chambre. Tu me suivras partout. Je t'associerai à mes plaisirs. Tu m'aideras et me défendras au besoin. Puis, si tu m'es bien fidèle, je ferai ta fortune. Réponds de suite. Vous êtes un bon zig et vous savez parler. Topez-la. On ne garde pas rancune quand l'on sait lâcher prise. On ne nourrit pas de ressentiment et pas non plus de culpabilité. On saute hors de la culpabilité comme on saute hors de l'Orient Express alors que l'on vient d'y commettre un acte extrêmement atroce. On lit dans le texte. Ils se nettoyèrent et s'habillèrent. Il était 6 heures du matin. Ils enjambèrent la portière et courageusement se couchèrent en long sur le marchepied du train lancé à toute vitesse. Puis, à un signal de Cornabeu, ils se laissèrent doucement tomber sur le ballast de la voie. Ils se relevèrent un peu étourdis mais sans aucun mal et saluèrent d'un geste délibéré le train qui déjà se rapetissait en s'éloignant. Il était temps, dit Moni. Ils gagnèrent la première ville, s'y reposèrent 2 jours, puis reprirent le train pour Bucarest. Le lâcher-prise permet de profiter de la simplicité lumineuse des beautés du monde, malgré l'horreur qui s'y déroule. On lit dans le texte. Et comme on passait sur un pont, le prince se mit à la portière
pour contempler le panorama romantique du Rhin qui déployait ses splendeurs verdoyantes et se déroulait en large méandre jusqu'à l'horizon. Il était 4 heures du matin, des vaches paissaient dans les prés, des enfants dansaient déjà sous des tilleuls germaniques. Une musique de fifres monotone et mortuaire annonçait la présence d'un régiment prussien et la mélopée se mêlait tristement au bruit de ferraille du pont et à l'accompagnement sourd du train en marche. Des villages heureux animaient les rives dominées par les burgs centenaires et les vignes rhénanes étalaient à l'infini leur mosaïque régulière et précieuse. L'abandon de soi ou le lâcher-prise se caractérise aussi par une certaine nonchalance, un flegme et une placidité à toute épreuve, ce qui permet d'appréhender le réel tel qu'il est. Quand ils apprennent qu'ils étaient appelés à la guerre, Moni et son comparse Cornabeu ne s'en émeuvent pas plus que ça. On lit dans le texte. La lettre annonçait au prince Vibescu qu'il était nommé lieutenant en Russie à titre étranger dans l'armée du général Kuropatkin. Le prince et Cornabeu manifestèrent leur enthousiasme par des entourades. Ils s'équipèrent ensuite et se rendirent à Saint-Pétersbourg avant de rejoindre leur corps d'armée. La guerre, ça me va, déclara Cornabeu. Plus loin, le siège de Port-Arthur était commencé. Moni et son ordonnance Cornabeu y étaient enfermés avec les troupes du brave Stossel. Pendant que les Japonais essayaient de forcer l'enceinte fortifiée de fil de fer, les défenseurs de la place se consolaient des canonnades qui menaçaient de les tuer à chaque instant en fréquentant assidûment les cafés chantants et les bordels qui étaient restés ouverts. Ce soir-là, Moni avait copieusement dîné en compagnie de Cornabeu et de quelques journalistes. On avait mangé un excellent filet de cheval, des poissons pêchés dans le port et des conserves d'ananas. Le tout arrosé d'excellents vins de champagne. À vrai dire, le dessert avait été interrompu par l'arrivée inopinée d'un obus qui éclata, détruisant une partie du restaurant et tuant quelques-uns des convives. Moni était tout guilleret de cette aventure. Il avait, avec sang-froid, allumé son cigare à la nappe qui avait pris feu. Il s'en allait avec Cornabeu vers un café-concert. Plus loin, Moni et Cornabeu se déshabillèrent. Le prince laissa dans un coin son valet de chambre et la négresse et ne s'occupa plus que de Kiliemou, dont la beauté enfantine et grave à la fois l'enchantait. Il l'embrassa tendrement et de temps à autre, pendant cette belle nuit d'amour, on entendait le bruit du bombardement. Des obus éclataient avec douceur. On eût dit qu'un prince oriental offrait un feu d'artifice en l'honneur de quelque princesse géorgienne et vierge. S'abandonner, lâcher prise, c'est aussi abandonner. Abandonner l'exclusivité monogamique, la décence, la douceur, la civilité pour les partenaires multiples, pour la destruction et le chaos. On s'abandonne à des pratiques scatologiques. Aucune forme d'abandon n'est totalement dépourvue d'une certaine forme de jouissance. La jouissance dans l'horreur. S'abandonner au plaisir généré par les pires sévices infligés à autrui. Ce texte que l'on interprète comme une représentation de l'abandon de soi, met en lumière ce qu'une forme d'abandon peut produire. L'abandon de soi conduit à une volonté de jouissance qui fait fi de toute morale, qui est amorale et immorale. L'abandon de soi se transforme alors en abandon au corps tout entier. L'abandon au corps qui peut conduire au délire cruel et à la mort. L'abandon de soi, que d'horreur. Eros et Thanatos se liguent pour produire les pires crimes. Les 11 000 verges, c'est Dionysos en enfer, l'enfer dantesque. Quiconque y entre, qu'il abandonne tout espoir. C'est le lieu où le plaisir de l'abandon de soi devient synonyme du mot abjection. L'abjection, c'est l'ignominie, la dégradation morale. C'est la marque du désespoir. Se soumettre à la réalité du corps, c'est faire de ce corps individuel un point de jonction de tous les malheurs du monde. Dans la monstration des réalités biologiques basses du corps, la morve, l'urine, les excréments, le saignement. S'abandonner à ce qu'il y a de plus naturel en soi, c'est peut-être abandonner son libre arbitre. Quelle différence, en effet, entre abandon et impuissance. La volonté du corps, une volonté sans pensée, devient préférable
préférable à tout autre. Le moi se confond avec la conscience somatique. La pensée est abandonnée face aux sensations du corps. Les personnages sont tombés dans le piège de l'ego biologique avec ses besoins ou tendances chaotiques. Ils se soumettent à la matière. Leur vouloir devient incapable de surmonter leur désir. Le désir est une force puissante qui les rattache à la terre, à l'humus. L'humain fait un retour à la matière brute. Le corps n'a pas de morale. Le fait de s'abandonner au corps nécessairement produit l'abjection. On lit dans le texte. Alors, folle d'excitation et de volupté, elle mordit Moni à l'oreille, si fort que le morceau lui resta dans la bouche. Elle l'avala en criant de toutes ses forces. Cette blessure, dont le sang coulait à flot, sembla exciter Moni. Plus loin, il s'en saisit pour taper de toutes ses forces sur Moni, Alexine et Cuculine, dont les corps nus bondissaient sous les cinglés qui laissaient des marques saignantes. Plus loin, tandis que le sang des blessures coulait sur le tapis, les draps et les meubles. Plus loin, le corps de Moni fut bientôt saignant. Plus loin, ils se mirent à se mordre comme des bêtes sauvages. Plus loin, et elle aperçut Moni qui faisait des soubresauts convulsifs sur le sol. Son corps n'était qu'une plaie. Plus loin, Cornabeu lui attacha les bras et les jambes et la bâillonna sans prendre garde à ses supplications. Et saisissant la badine, il se mit à zébrer de coups son joli corps de fausse maigre. Plus loin, bientôt, la jolie peau rose de la jeune blonde ne fut plus visible sous les zébrures et le sang qui coulait. Plus loin, Moni s'étant évanouie, elle s'évanouit bientôt après. L'abandon dans la jouissance, c'est l'hédonisme radical, où le désir tend, sinon à chosifier l'autre, du moins à le valoriser uniquement à l'aune de son désir propre. Dès lors que le plaisir est assouvi, l'autre n'a plus de raison d'être. Dans cette perspective finale de la jouissance, l'autre, passif ou actif, agent ou patient, est réduit ou abaissé ou élevé ou apprécié, tout dépend de la perspective adoptée à sa matérialité sexuelle. La matière est toujours arrimée à la sensation. De ce fait, le corps n'est pas chosifié parce que les choses n'ont pas de sensation. Les corps matière ne sont jamais des objets. Même les corps morts ont un succès d'années de vie. Ce sont des corps vivants mais sans âme. La jouissance englobe la totalité du corps. La monstration de la vérité obscène de l'homme-machine, de la chair travaillée par la vie, serait une manière d'apprivoiser la mort qui conduit à bien vivre, à mieux vivre. C'est une forme de panesthésie, comprise comme indistinction, inséparabilité des sensations. C'est la situation dans laquelle le plaisir est lié à la douleur. C'est la manifestation du pouvoir salvifique de la douleur. Tous les sens sont mis en éveil dans le plaisir vénérien, dans les actes charnels. Le plaisir génital devient le modèle ou le symbole de la joie ou du bonheur. On lit dans le texte. Alors, il donna libre cours à sa férocité naturelle. Ses mains arrachèrent touffe par touffe les cheveux blonds de la morte. Ses dents déchirèrent le dos d'une blancheur polaire et le sang vermeil qui jaillit, vite coagulé, avait l'air d'être étalé sur de la neige. Un peu avant la jouissance, il introduit sa main dans la vulve encore tiède et faisant entrer tout son bras, se mit à tirer le noyau de la malheureuse femme de chambre. Au moment de la jouissance, il avait déjà tiré 2 mètres et s'en était entouré la taille comme d'une ceinture de sauvage. Les vertus hédonistes du lâcher-prise poussent au sacrifice, se laisser détruire et anéantir par les forces du sexe. On obtient la mortification du corps. Le détachement, le lâcher-prise, produit l'effacement des frontières générationnelles, spécistes, des frontières de genre pour le plaisir. Pas de distinction parent-enfant. Il y a un croisement entre la vie et la mort. Être désespéré, c'est être déjà mort. D'où l'indistinction entre vivant et mort. Le corps n'existe pas pour lui-même, mais en tant que moyen. On s'abandonne au corps pour atteindre le plaisir ultime. Il y a une confusion entre le plaisir et le bonheur. L'abandon visible dans l'impuissance des personnages face au plaisir, aux sensations du corps, transforme leur excitation en transe, en forme de possession. On lit dans le texte. Moni, que ce spectacle mettait hors de lui, passa une main sous les jupes d'Hélène. Plus loin, la petite fille criait sur le sol. Moni s'en saisit et la démaillotant, embrassa son petit
il lui ferma la bouche d'une main. La guerre est une autre manifestation du désir de cruauté. Le coït, c'est la guerre autrement. Entre la violence meurtrière et la violence sexuelle, il n'y a plus qu'un pas. Moni Vibescu, en pervers protéiforme, veut utiliser les circonstances de la guerre pour satisfaire ad nauseam toutes ses fantaisies sexuelles. Il est dévoré par la force sauvage et cruelle du désir. Le champ de bataille devient le lieu, la circonstance idéale de l'abandon de soi, qui transparaît dans la cruauté dont sont capables les soldats. Avec la cruauté, la violence tend à devenir sa propre fin. On lit dans le texte. Il prit le sabre et les dents serrées, sans arrêter le cultage, trancha la tête du petit Chinois, dont les derniers spasmes lui procurèrent une jouissance, tandis que le sang jaillissait de son cou comme l'eau d'une fontaine. Moni désigna Kiliemu au soldat, et la pauvre petite femme regardait son âme empalée avec des yeux où la terreur, l'amour et la compassion se mêlaient en une désolation suprême. Les soldats la mirent nue et hissèrent son pauvre petit corps d'oiseau sur celui de l'empalé. Ils écartèrent les jambes de la malheureuse. Plus loin, le Tartare, sans répondre, examina en connaisseur l'instrument de torture, composé de lanières de cuir auquel adhérait de la limaille de fer. La femme pleurait et demandait grâce en allemand. Son corps blanc et rose tremblait. Le Tartare était un artiste et les coups qu'il frappait se réunissaient pour former un dessin calligraphique. On applaudit vigoureusement tandis que les cris de l'Allemande devenaient toujours plus rauques. Il tapait comme un possédé, rayant sublime, marquant sans respect les belles épaules blanches et grasses, laissant des sillons sur le dos. Plus loin, elle baissa les yeux en silence. Moni fut bientôt derrière elle. Il releva ses jupes et découvrit un cul merveilleux. Elle déchirait maintenant fiévreusement et avec un sourire angélique sur les lèvres la blessure affreuse du moribond. Elle se pencha pour permettre à Moni de mieux jouir du spectacle. Introduit alors l'ambulancière jouit silencieusement, crispant ses mains dans la blessure du moribond qui râlait affreusement. Plus loin. Alors, le bâton de Moni s'abattit sur le ventre, faisant un bruit sourd. Il eut une inspiration de génie et, prenant à terre l'autre bâton que l'infirmière avait abandonné, il se mit à rouler du tambour sur le ventre nu de la polonaise. Les rats succédaient aux flas avec une rapidité vertigineuse et le petit Bara de glorieuse mémoire ne battit pas si bien la charge sur le pont d'Arcole. Finalement, le ventre creva, Moni battait toujours. Ce roman met en scène des personnages qui ont perdu la lutte génératrice de l'humanité contre les désirs, les pulsions instinctuelles, contre le fond corporel ténébreux, inlassable, polymorphe et violent. Le sujet étant fini, sa capacité de jouir peut être satisfaite par un objet fini, et le corps devient cet objet qui satisfait la capacité de la puissance. Le corps subit cette jouissance de la puissance. Mais aucune forme corporelle unique ne saurait satisfaire tous les appétits de ces personnages. Ils sont donc condamnés à l'enfer de l'insatisfaction. Si l'abandon de soi n'est pas l'échec ni la résignation, si l'abandon ce n'est pas la faiblesse, il est en tout cas une absence d'espoir. Face à l'abandon de soi, il faudrait tendre vers l'espoir au-delà de soi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'adviendra-t-il de Moni Vibescu? Va-t-il survivre à un tel déchaînement de violence? Et d'où vient le titre du roman? Pour le savoir ou pas, lisez ou pas les 11 000 verges de Guillaume Apollinaire. Il reste à faire remarquer que l'abandon de soi, autrement dit s'abandonner ou lâcher prise, ne signifie pas nécessairement accepter la réalité, mais une réalité possible. Toutes les réalités possibles sont par définition virtuelles. La maladie est réelle, mais la santé aussi. Accepter la maladie comme la seule réalité possible ne peut être qu'une défaite de la volonté. Quoi qu'on en dise, l'abandon de soi, c'est la décomposition de la volonté. L'abandon de soi est une philosophie sans foi ni loi, une vie sans rime ni raison, où vivre devient sa propre fin. En s'abandonnant ou en lâchant prise, on peut s'abîmer dans des lieux bas du corps, dans l'enfer de la chair, dans l'addiction à la
chair. D'ailleurs, le véritable abandon n'écrit pas de traité de l'abandon. Il ne cherche pas à mettre des mots sur ses expériences pour faire des disciples. Le véritable abandon serait muet. Le véritable abandon, ce serait un non-agir qui ne se pense pas. S'abandonner, c'est devenir un objet flottant, ballotté dans l'univers des possibles, entre le bien et le mal, le pur et l'impur, entre le spirituel et le charnel, le sublime et l'abject. L'abandon conduit à un enfer qui prélude au néant. C'est une forme de désespérance. S'abandonner, n'est-ce pas une manière de sublimer le sentiment d'être abandonné? On lâche prise parce que l'on a été lâché. Eu égard au genre du roman, entre érotisme et pornographie, arrivez-vous à décider? Qu'en pensez-vous? Dans un cours qu'il a donné à l'université de Berkeley en Californie dans les années 80, l'écrivain argentin Julio Cortázar explique son point de vue sur la question. Il existe entre l'érotisme et la pornographie une différence capitale. La pornographie en littérature me semble toujours méprisable puisqu'elle produit des livres qui n'ont pour dessein que de provoquer par des situations érotiques l'excitation du lecteur. L'érotisme littéraire, en revanche, c'est le dévoilement de la vie érotique en ce qu'elle importe à l'être humain autant que sa vie mentale, intellectuelle ou sentimentale. Cette distinction me semble nécessaire. Que pensez-vous de cette distinction? Mais surtout, vous, comment avez-vous lu ce roman? Lisez, relisez, parce que lire, c'est comme dormir en pleine tempête. À bientôt.